On commence tout de suite avec le directeur de l'ARS qui nous fait le plaisir d'être ici. C'était la semaine dernière une conférence de presse et nous avons tenu quand même à le recevoir sur le plateau. Bonjour. Alors, la première question qui se pose en matière de santé, en dehors de la semaine bleue qui est entrée pratiquement dans les mœurs, quel est l'état de santé de la Guadeloupe aujourd'hui ? Alors on a la semaine dernière présenté le baromètre santé qui a été réalisé pour la première fois dans les Outre-mer par l'Institut national de prévention d'éducation pour la santé et puis ici l'Observatoire de la santé, qui montre que 6 Guadeloupéens sur 10 se considèrent en bonne santé. C'est un peu moins que le niveau national puisqu'au niveau national 7 Français sur 10 se considèrent en bonne santé, mais ceux qui se considèrent en mauvaise santé, c'est à peu près 6% des personnes et donc là on est au même niveau que le niveau national. Donc globalement, la population guadeloupéenne se sent en bonne santé. D'ailleurs, on a également fait un sondage sur la prise en charge dans les établissements de santé qui était assez favorable. Globalement, la population se sent bien prise en charge dans les hôpitaux de Guadeloupe aussi. Alors, elle se porte bien, mais elle vieillit bien aussi. Alors la population vieillit bien puisqu'on va avoir une augmentation importante du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans. Là, nous sommes à une population de 29 000 personnes de plus de 75 ans et en 2040, on sera à 78 000 personnes âgées de plus de 75 ans. Donc on a vraiment devant nous un défi très important qui est la prise en charge des personnes âgées sur notre territoire. Oui, et ça veut dire qu'au niveau structurel aussi, il va falloir y penser et se projeter un petit peu. Voilà, alors on a à la fois le souhait des personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Donc ça veut dire qu'il faut renforcer déjà tous les services qui interviennent à domicile, les services d'aide ménagère, les services de soins infirmiers à domicile, la coordination autour de la personne âgée parce qu'on sait que c'est très préjudiciable à une personne âgée de se retrouver aux urgences de l'hôpital. Donc il faut éviter les hospitalisations en urgence des personnes âgées par une meilleure coordination. Et puis ensuite, il faut bien sûr des places d'hébergement. Et là, on arrive avec une augmentation très significative du nombre de places en EHPAD, ce qu'on appelle les EHPAD, qui sont les maisons de retraite qui coûtent très cher d'ailleurs. Et qui coûte très cher, mais surtout au département qui finance l'aide sociale pour les personnes qui n'ont pas de ressources, et ça représente quand même 90% des personnes qui sont aujourd'hui dans les EHPAD en Guadeloupe. Donc ces EHPAD correspondent à une réponse, mais que les personnes âgées souhaitent la plus tard possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on constate que les EHPAD se remplissent, mais lentement, parce que les personnes souhaitent rester à leur domicile, et leurs familles sont présentes. Parfois, on a aussi quand même des personnes âgées en situation d'isolement, mais souvent la famille, le voisinage font que les personnes âgées peuvent rester plus longtemps chez elles. Céline. Alors justement, dans cette réorganisation véritable, en fait, un petit peu des soins à domicile, notamment des personnes âgées. On recevait récemment les infirmiers qui parlaient d'une surreprésentation sur le département. Est-ce que, par exemple, ce genre de professionnel va pouvoir s'insérer dans ces étapes de soins et d'accompagnement des personnes âgées à leur domicile ? Oui, tout à fait. Les infirmiers libéraux, ils ont leur place dans les services de soins infirmiers à domicile, puisqu'il y a des relations entre les services de soins infirmiers et les infirmiers libéraux. Et puis les infirmiers libéraux, ce sont vraiment les professionnels, donc qui effectivement sont nombreux en Guadeloupe, puisque la densité d'infirmiers libéraux en Guadeloupe est l'une des plus importantes du niveau national. Et donc on attend des infirmiers qu'ils puissent, en liaison avec le médecin traitant des personnes âgées, signaler les fragilités des personnes. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on repère les fragilités des personnes âgées le plus tôt possible, de façon à ce qu'on puisse intervenir, par exemple, sur un risque de chute, parce qu'on sait que les chutes des personnes âgées, c'est ce qui va les conduire aux urgences. Donc, prévenir les chutes par des améliorations de l'habitat. Et donc, on travaille, et d'ailleurs, avec la présidente du conseil départemental et moi, le directeur de l'ARS en tant que vice-président, on a installé une conférence des financeurs de la prévention de la dépendance des personnes âgées, de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, qui va permettre de financer des actions justement pour éviter que les personnes âgées se retrouvent dépendantes par des actions sur l'activité physique, par des ateliers mémoire, par des améliorations de l'habitat, les bonnes aides techniques aussi, quand une personne a besoin d'un lit médicalisé, que ça arrive au bon moment. Donc tout ça va se faire en liaison avec le médecin traitant, l'infirmier libéral, le pharmacien, qui sont vraiment les professionnels de premier niveau par rapport aux personnes âgées.
Alors, c'est un petit peu contradictoire parce que il y a eu un rapport de la Cour des comptes sorti récemment, vous devez être au courant, de Didier Millot, disant que les infirmiers libéraux et les kinés coûtent trop cher à la nation. Alors, de l'autre côté, on va vers l'ambulatoire, puisque vous venez de dire que de plus en plus on tend à garder les patients chez eux. Pour les soigner, il faut des infirmiers libéraux, mais paradoxalement, ils coûtent trop cher. Alors, comment arriver à rééquilibrer les choses, particulièrement en Guadeloupe? Vous venez de dire que le nombre d'infirmiers, je crois plus d'1 millier en Guadeloupe, c'est un chiffre assez important, au regard de la population, trop important? Alors en fait, ce qu'il faut, c'est additionner toutes les dépenses, c'est-à-dire qu'il y a les dépenses qui sont liées aux infirmiers libéraux, les dépenses qui sont liées aux services médico-sociaux comme les services de soins infirmiers à domicile, les EHPAD. Quand on additionne tout ça, oui, la Guadeloupe n'est pas, comparativement au niveau national, n'est pas excédentaire. Ah. Donc en fait, les infirmiers libéraux compense le nombre de places qui est très réduit, qui est d'ailleurs 2 fois moindre que celui de la métropole. Donc c'est pour ça que là, il faut replacer le rapport de la Cour des comptes peut-être dans un ensemble métropolitain qui est quand même particulier avec le nombre de places très importantes de maisons de retraite qu'on n'a pas ici. Donc quand on additionne tout ça, je pense qu'on n'est pas en excès, de dépenses d'assurance maladie. Mais malgré tout, est-ce que vous avez un regard sur, par exemple, des zones qui seraient sous-dotées en infirmiers, en médecins? Est-ce qu'en tant que chef d'orchestre un petit peu de la santé dans la région, vous êtes attentif à ça? Est-ce que vous arrivez à gérer ces densités ou pas? Alors, nous sommes très attentifs à ça. C'est le zonage, en fait. C'est le zonage, effectivement, oui, des zones déficitaires qui est repéré pour les médecins. D'ailleurs, j'ai signé hier soir ce qu'on appelle les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale. C'est des médecins qui acceptent de s'installer en zone déficitaire et à qui on garantit un revenu le temps de leur installation. Et j'ai signé avec... candidats pour ça? Alors voilà, j'ai signé avec 2 jeunes médecins femmes. Oui. Donc un médecin qui va s'installer à Saint-Louis-de-Marie-Galante, donc qui est une zone déficitaire, oui, et puis une autre qui s'est installée au Lamentin, à la maison de santé pluridisciplinaire, qui est la première maison de santé pluridisciplinaire, parce que les jeunes, justement, ils veulent travailler en équipe, et donc c'est pour ça qu'on... aussi se mutualiser avec d'autres professionnels, médecins, sages-femmes, enfin c'est l'exemple de la maison de santé du Lamentin. Bon, pour celle de Saint-Louis-de-Marie-Galante, c'est un exercice un peu plus isolé, oui, mais courageux. Il y aura suffisamment de clients pour survivre. Voilà, mais donc là, du coup, ce contrat permet, l'ARS finance un complément de revenus si effectivement elle n'arrive pas à un certain niveau. Oui. Donc ça, c'est quelque chose... Mais ce complément est versé pendant combien de temps? Il est versé pendant 3 ans, parce le temps de l'installation. On pense qu'au bout de 3 ans, la personne a fait sa clientèle. D'ailleurs, à Saint-Louis-de-Marie-Galante, comme vous le savez, un EHPAD vient d'ouvrir, géré par l'hôpital de Marie-Galante, et pour l'instant, il n'est pas rempli. D'ailleurs, on a besoin d'un médecin coordonnateur. On a d'ailleurs proposé à ce médecin d'être peut-être le médecin coordonnateur de l'EHPAD. Donc, en fait, elle peut avoir une activité libérale, une activité dans une maison de retraite en tant que médecin coordonnateur. Alors, globalement, est-ce que ce qu'on appelle chez nous les îles du Sud sont un petit peu le désert médical de la Guadeloupe? Je parle de la Désirade, Marie-Galante un peu, mais aussi les Saint-Terre-de-Bas et Terre-de-Haut. Alors moi, j'ai vraiment voulu qu'on se rende avec les autres partenaires que sont le conseil départemental, la CGSS, les hôpitaux, sur les îles du Sud. Donc on a organisé ce qu'on appelait des forums santé à Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, à la Désirade, pour rencontrer la population, rencontrer les professionnels de santé et décider d'un plan d'action. Donc suite à ces forums qui se sont tenus en fin d'année dernière pour la Désirade et puis au premier semestre 2015, on a élaboré un plan d'action qu'on a contractualisé avec la collectivité, avec chaque maire et les autres partenaires, justement pour essayer d'améliorer la prise en charge, la coordination des soins, le lien avec les hôpitaux en appui des professionnels libéraux qui sont sur ces territoires, puisque à la Désirade, on a un médecin généraliste, à Terre-de-Bas, un médecin généraliste aussi, avec une vacation d'un autre médecin qui vient de Trois-Rivières. Mais c'est très fragile. C'est pas suffisant ou c'est suffisant? C'est très fragile, et puis les professionnels, effectivement, ont quand même une demande assez forte, d'autant que sur ces territoires-là, on a plus proportionnellement de personnes âgées que sur les autres territoires. Donc, les professionnels de santé sont très sollicités. Mais en renforçant la coordination, et en offrant justement, par exemple, des consultations avancées des hôpitaux, consultations de spécialistes, pour éviter que les habitants de ces îles se déplacent soit à Basse-Terre, soit à Pointe-à-Pitre. On l'a surtout vu sur la Désirade où il faut aller à Saint-François, puis de Saint-François prendre un bus pour aller à
Pointe-à-Pitre. Donc, avoir des consultations avancées qui permettent à la population d'être consultée sur place. Donc, c'est ce genre de choses qu'on a inscrit dans le contrat avec la commune. Alors, on reste toujours dans les îles du Sud. Je pose la question de façon tout à fait générique. Quel est l'avenir de l'hôpital de Marie-Galante de Gambou? Bien, un avenir d'établissement de santé, parce qu'effectivement, on a toujours, quand on pense à hôpital, évidemment, on voit la médecine, la chirurgie et l'obstétrique. Donc en fait, dans les discussions que j'ai, en particulier avec les organisations syndicales, c'est de dire, c'est un établissement de santé, d'ailleurs c'est la définition de la loi, et à Marie-Galante, ce qu'on a besoin, c'est que cet établissement de santé, il soit un peu la référence en santé de l'île, c'est-à-dire qu'il mette ensemble différents acteurs, pas que de l'hôpital, mais aussi des libéraux. Donc il y a un centre périnatal de proximité et 3 sages-femmes qui justement font le suivi des grossesses, mais elles ne font pas que le suivi des grossesses, puisqu'elles ont des consultations de jeunes femmes ou de femmes qui viennent les voir. Elles ont une progression, on a eu un compte-rendu récemment, de 20% de leur activité par rapport au suivi des femmes. Ça peut être sur la contraception, par rapport à des sujets d'IVG, etc. Et puis, on finance un bus pour l'hôpital de Marie-Galante pour qu'il aille au-devant des personnes qui sont dans des sections éloignées, qui n'ont pas forcément les moyens de transport à Marie-Galante. Donc ce bus interviendra sur tous les sujets de prévention, notamment le diabète et l'hypertension, parce qu'on sait que le diabète et l'hypertension, ici, la Guadeloupe est au premier ou au deuxième rang national. Donc il faut vraiment qu'on intervienne sur ces sujets-là. Et puis là, récemment, et on devrait l'inaugurer très prochainement, donc tout ce qui concerne la dialyse, qui est gérée par l'ODRA, donc des travaux ont été faits au sein de l'hôpital pour que l'ODRA intègre l'hôpital. Donc en fait, on en fait vraiment un pôle de santé. Oui, pas question de le fermer donc. Ah ben non, pas du tout. Au contraire, on le consolide. Un moment, on le consolide. Ça a été dans l'air alors. Oui. Céline. Oui, sur peut-être les EHPAD, justement, est-ce que vous avez un œil, j'imagine, sur les tarifs qui sont pratiqués? Est-ce qu'il y a une convergence tarifaire qui est observée dans les différents établissements, ou comment ça se passe un petit peu Alors, les EHPAD, c'est la loi du marché, véritablement. Les EHPAD, en fait, c'est une tarification... il y a 3 parties dans la tarification. Il y a une partie hébergement qui est fixée par le département, le conseil départemental. Une partie dépendance aussi fixée par le conseil départemental. Et nous, on finance les soins dans les maisons de retraite. Donc, le département s'est fixé un objectif sur le tarif hébergement. Je crois que c'est de l'ordre de... moins de 100 €. Aujourd'hui, il y a des établissements qui sont en dessous, puis il y a des établissements qui sont au-dessus. Donc, je pense que le département cherche effectivement une forme de convergence. Et nous, sur le soin, on a aussi des établissements qui sont au-dessus d'un certain tarif par personne. Et on fait aussi une convergence sur certains établissements qui sont un peu plus coûteux que d'autres, donc de façon à garantir l'égalité entre les établissements. Alors, la question qui revient souvent ici, bien sûr, c'est la question des hôpitaux. Alors, quand on dit des hôpitaux, je pense au CHU, bien sûr, et sa reconstruction, mais aussi de l'hôpital de Cap-Esther. Alors, on va commencer d'abord par le CHU, puisqu'on a beaucoup parlé des coupes sombres qui sont faites sur ce CHU, sur son ouverture prochaine, sur son rééquilibrage, son équilibre financier, budgétaire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de tout ce qui a été dit déjà depuis quelques mois sur ce CHU? Et on sait qu'il va être reconstruit, mais dans quelles conditions? Donc ce qu'on peut déjà dire et réaffirmer, c'est que le CHU va être construit, puisqu'à un moment donné, il y avait une hésitation en disant est-ce qu'on le lie à un plan de retour à l'équilibre. Donc il y a bien une dissociation des deux choses. Donc le CHU va être construit. Il vient de là, actuellement, il y a un travail qui est fait avec les architectes sur ce qu'on appelle l'avant-projet détaillé qui devrait aboutir d'ici la fin de l'année, et le préfet devrait approuver dans les jours qui viennent le permis de construire, ce qui permettra ensuite de lancer les terrassements en 2016 et la première pierre courant 2017 pour 48 mois de travaux. Donc on devrait avoir un nouveau CHU en 2022 si tout se passe bien. Il faut aussi que le climat soit, le climat j'entends climatique, soit serein, parce qu'effectivement les terrassements nécessitent de les faire en saison sèche, donc il ne faut pas qu'on ait une saison sèche trop pluvieuse. Là on a une saison des pluies plutôt sèche, donc il faut qu'on fasse avec ça. Et puis ensuite
ensuite, les entreprises qui vont être retenues, il faut qu'elles fassent les travaux dans le calendrier qui est fixé et avec les normes qui sont fixées. Donc après, on a un deuxième sujet qui est celui du déficit de l'hôpital, parce que comme tous les déficits, le problème, c'est que les fournisseurs ne sont pas payés dans des délais raisonnables du fait du déficit, et certains arrêtent de livrer, si bien que ça crée des dysfonctionnements au sein de l'hôpital, ne serait-ce que des interventions chirurgicales doivent avoir lieu, il manque, je ne sais pas, des vis par exemple pour les prothèses ou des prothèses, donc du coup le fournisseur met la pression pour qu'on paye d'abord sa facture plutôt qu'un autre. Enfin, on voit que le déficit, effectivement, c'est très défavorable pour le fonctionnement de l'hôpital. Donc, l'idée, c'est d'arriver à réduire ce déficit C'est possible de le réduire? Oui, par des actions sur les recettes, parce qu'effectivement, on peut avoir plus de recettes par une meilleure codification, puisqu'on est dans un système de codification à l'activité, et puis par des efforts sur les dépenses. Alors, il y a les achats, et puis une meilleure organisation, puisque aujourd'hui, les services sont peut-être beaucoup plus dispersés, et dans le futur hôpital, il y aura une meilleure organisation des services qui permettra de mutualiser certaines équipes. Donc, c'est le travail que doit faire le nouveau directeur général qui est arrivé le 1er septembre. Et il y a une instance nationale, ce fameux Copermo, qui est très contesté d'ailleurs, qui suit tout ça et à qui on doit rendre compte, et on devra lui rendre compte au premier trimestre 2016 de ce qui a été fait, alors à la fois sur la construction, mais aussi sur le retour à l'équilibre. D'une manière concrète, entre les revendications des syndicats, UTS ou CGTJ, et le gouvernement, c'est vous qui êtes l'arbitre, le médiateur, et qui devez trouver un équilibre entre les deux, parce que visiblement, on a le sentiment, on a reçu ici le secrétaire général de l'UTS, on a reçu hier la CGTG, et ils ont tous le même discours, ils sont vraiment très mécontents. En fait, il y a des choix qui relèvent du niveau national, enfin, qui relèvent du Parlement. Du Parlement, parce qu'en fait, le Parlement, en 2014, a voté une loi qui prévoit donc des plans d'économie, alors à la fois pour la sécurité sociale, mais aussi pour les collectivités locales et pour l'État. Donc, et ces économies, ensuite, elles sont déclinées, c'est-à-dire que quand la Caisse nationale d'assurance maladie reçoit cette injonction-là, elle réduit des tarifs. Donc forcément, ça a un impact sur les recettes des établissements de santé. Donc il y a des décisions nationales qui s'imposent à nous, et puis ensuite, il y a le travail local, et c'est ça, en fait, qui est demandé au nouveau directeur général, c'est de travailler avec les acteurs internes de l'hôpital, les médecins, les cadres de santé, les infirmiers, tous les professionnels du médico-technique, de la logistique, pour essayer de trouver finalement des solutions qui évitent des coupes sombres, comme vous le disiez. Alors, toujours sur ce CHU, c'est la perspective du regroupement, je ne sais pas, sur la fusion du CHM de Saint-Claude et de l'unité psychiatrique de Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Parce que les syndicats disent que ça se fait dans l'opacité. Alors ça ne se fait pas dans l'opacité, puisque encore récemment, donc, il y a le directeur de l'offre de soins de l'ARS a rencontré les personnels en assemblée générale, donc ils pouvaient poser toutes les questions qu'ils souhaitaient, ils ont eu les réponses. Ce qu'on veut faire, c'est ne pas le faire dans la précipitation, c'est-à-dire qu'il y a un aspect juridique, c'est-à-dire des autorisations de psychiatrie qui sont regroupées dans une seule entité. Ce qu'on dit aussi au centre hospitalier de Monterran, c'est que cette nouvelle entité serait un établissement public de santé mentale, donc qui regrouperait l'hôpital de Monterran et puis la psychiatrie du CHU. Il serait administré ou de Pointe-à-Pitre ou à Saint-Claude? Après, ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un conseil de surveillance d'un hôpital, il peut se réunir à Saint-Claude, il peut se réunir à Pointe-à-Pitre, il peut se réunir à Port-Louis, enfin je ne sais pas. Donc, il peut se réunir à Capesterre. Donc en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, c'était des questions qui ont été posées en particulier par le maire de Pointe-à-Pitre, qui disait, mais est-ce qu'on va bien prendre en compte nos problèmes de notre agglomération depuis Saint-Claude. Donc là, l'idée, c'est que vraiment, on ait une gouvernance qui soit partagée et qui représente bien la Guadeloupe. Puisque là, l'idée, c'est que ce soit un établissement public de santé mentale de la Guadeloupe qui, avec un projet territorial de santé mentale pour la Guadeloupe, c'est vraiment ce qu'on veut faire et pas seulement une addition de personnel et de moyens financiers. Sans perte de salariés.
sans perte de salariés, puisqu'on regroupe les ressources, on ne diminue pas les ressources. Il n'y a pas d'économie. Ce n'est pas un projet pour économiser, c'est un projet pour mieux répondre aux besoins de la population. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 30 médecins psychiatres sur la Basse-Terre, vous en avez 15 sur la Grande-Terre, alors que la population est plus importante en Grande-Terre. Donc on voit bien que la population de Grande-Terre est moins bien sous-évaluée, servie que la population de la Basse-Terre. Donc il faut arriver à rééquilibrer tout ça pour les patients, en particulier de la Grande-Terre. Alors, le dernier chapitre hospitalier, on va passer à autre chose, c'est l'hôpital de Capesterre, qui a connu beaucoup de démêlés, beaucoup de vicissitudes, de difficultés. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cet hôpital va vraiment réouvrir d'ici au moins une année? Écoutez, j'espère bien avant, parce que c'est vrai que ce projet a pris du retard, maintenant au moins 2 ans de retard. Donc le directeur d'ailleurs a invité les journalistes à faire le tour de l'établissement la semaine dernière. Il a espoir que tout se termine pour la fin de l'année. Donc nous, on le souhaite aussi, parce que c'est vrai qu'on est aussi très attentif à cette réponse, puisque nous, agence de santé, pour ce qui concerne les soins, on a les crédits pour financer ce nouvel EHPAD de Capesterre. Oui. On est observé par une caisse nationale qui s'appelle la CNSA, Caisse nationale Solidarité Autonomie, qui nous dit mais comment ça se fait que ces crédits ne sont pas utilisés. Donc voilà, on a des crédits, l'argent est là pour faire fonctionner cet établissement. Les patients, enfin pas les patients, les résidents pour l'EHPAD sont là, c'est-à-dire qu'il y a une liste d'attente. Normalement, quand il ouvrira, il y aura les résidents qui seront là. Donc tout est prêt. Reste effectivement des problèmes techniques à régler pour arriver à cette ouverture. Enfin, l'idée, c'est vraiment qu'on ouvre au premier trimestre 2016. Il n'y a pas de risque que le futur CHU de Pointe-à-Pitre connaisse le même scénario que celui de Capesterre? On espère que non. On espère que non. On espère que non. Alors, on va pas. C'est pas votre domaine particulièrement, mais enfin, ça devient un problème de santé. C'est la question des sargasses. Que dit l'ARS sur cette question quand ça devient un problème de santé? Nous, on a l'avis du Haut Comité de Santé Publique. Le Comité de Santé Publique s'est encore reprononcé. Il a un avis très fort sur ce sujet. Il dit il ne faut pas déplacer les gens, il faut déplacer les sargasses, enfin les éliminer, les mettre... Sauf qu'elles s'entassent depuis un bon bout de temps. Voilà. Alors après, vous savez que le préfet, avec les grandes collectivités, ont mis en place un plan d'action. Ils ont dégagé des millions d'euros pour accompagner les communes pour créer des brigades vertes. Donc nous, agence de santé, on est là pour les mesures. Mais d'ailleurs, du coup, avec les brigades vertes elles-mêmes auront des appareils pour mesurer l'H2S. Donc, à partir des mesures, si sur un chantier, par exemple, la mesure dépasse 10 ppm, qui est qui sert à mesurer l'H2S. Donc à ce moment-là, le chantier est arrêté et il faut quitter le lieu du chantier. Ça, c'est pour le chantier, mais pour les personnes. Et pour les personnes, c'est effectivement pareil. Si on atteignait des niveaux très élevés dépassant 10, 15, 20 ppm... On est à quoi? À quel niveau, par exemple, à Capesterre, là, en fait, mais c'est vrai que on sent l'H2S à partir de 0,2 ppm. Oui, donc en fait, notre nez, notre odorat est très sensible à l'odeur de l'H2S, cette odeur de pourri. Enfin bon, voilà. Donc, et souvent, lorsqu'on a fait le forum santé, on est allé sur la plage de Grand'Anse de Terre de Bas. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait moins de 2 ppm, alors que la plage était envahie de sargasses et que l'odeur était difficilement supportable. Donc, il n'y a pas forcément un lien entre l'odeur qu'on retient et le danger pour la santé. On n'arrive pas à des niveaux parce qu'on est en plein air, parce qu'il y a des alizés, et donc c'est ça que nous dit le Haut Comité de Santé Publique, c'est de toute façon ce qu'il faut, c'est éviter que ça devienne quelque chose de chronique. Bon, le problème, c'est que les sargasses, elles arrivent en permanence et à Capesterre de Marie-Galante, ils sont depuis 12 mois avec ce problème. Oui. Mais est-ce que c'est un problème de santé aujourd'hui, la question des sargasses? Pour l'instant, ce n'est pas un problème de santé, puisque nous, on interroge les médecins sentinelles. Donc, on a tout un réseau de médecins sentinelles. On les interroge et en fait, on a très peu de signalements. On a, c'est vrai que pour des personnes qui sont asthmatiques, qui ont des problèmes respiratoires, ça peut être effectivement une gêne aggravée. Donc, on a des contacts avec les allergologues, avec les pneumologues. Donc, mais on n'a pas de signalement grave
je veux dire, on n'a pas eu d'hospitalisation pour des personnes qui étaient à proximité, comme on a pu l'avoir lors de l'épidémie de chikungunya. Donc on n'est pas sur le même, d'un point de vue sanitaire, on n'est pas dans une problématique comme ça a pu être le cas pour le chikungunya en 2014. Et sur le dossier chlordécone, qui n'a pas d'odeur, je crois, enfin, j'imagine. Oui. Est-ce que vous restez attentif aussi à un petit peu, on a vu cette pétition qui est tombée sur le bureau de la Commission européenne la semaine dernière, avec certainement l'État français qui aura à s'expliquer peut-être devant l'Union européenne. Quel regard vous portez en tant qu'ARS ? Alors nous sommes très actifs dans le cadre du plan chlordécone 3, puisqu'on est au 3e plan chlordécone. En particulier tout ce qui concerne les jardins familiaux, c'est-à-dire que l'idée c'est de prévenir et d'éviter la consommation de produits contaminés. Donc on a l'année dernière, au début 2015, repéré des contaminations d'œufs. Donc on a communiqué sur ce sujet-là. Et donc ce qu'on voudrait justement à Capesterre-Belle-Eau, à côté de l'hôpital, va être construit une maison Jaffa, jardins familiaux, où on va vraiment faire un centre d'information avec les cultures qu'il faut faire pour éviter que ces cultures soient contaminées par la chlordécone. C'est un projet qui devrait sortir de terre, on espère, courant premier semestre 2016. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est l'information. C'est si je jardine sur des terres contaminées, qu'est-ce que je peux cultiver ? Enfin, on est toujours, nous, sur ce sujet-là. Et puis, on va aussi travailler avec les pêcheurs et les chasseurs également sur ce sujet-là, en liaison avec d'autres administrations, à la direction de l'agriculture, la direction de l'environnement. Donc, on est très, très attentif à ce sujet-là. Voilà, ça va être la dernière question de cet entretien. Les remontées qui nous arrivent jusqu'ici disent que vous êtes quand même un homme de dialogue avec les syndicats. Alors, la question se pose, comment vous arrivez à gérer votre volonté de dialogue et cette politique libérale de santé où la santé devient presque une marchandise ? Bah écoutez, moi, c'est les relations humaines, c'est un axe... C'est dans ma personnalité, c'est-à-dire de communiquer avec mes interlocuteurs. Et donc, je rencontre régulièrement et j'aime aller sur le terrain. Et les forums santé qu'on a fait pour aller à la rencontre de la population, c'était aussi très important. On est encore allé récemment à Marie-Galante rencontrer les personnes handicapées. Enfin, voilà, donc ça, c'est vraiment à la fois dans ma personnalité, puis à la fois dans la nécessité d'un directeur d'ARS d'aller au-devant de la population. Et puis vous connaissiez déjà un peu la Guadeloupe, il faut le dire. Ayant été ici de 2003-2007, la Guadeloupe ne m'était pas connue. Et alors après, la politique, on n'a pas de politique libérale de santé, on a une politique de santé avec des contraintes économiques. Donc oui, mais enfin, c'est vrai que, je veux dire, aujourd'hui, que dit la ministre de la Santé ? Elle présente un nouveau projet de loi. Oui, elle dit... Il faut mieux prévenir, il faut que la population accède aux soins. Les dispositions de tiers payants, c'est quand même pas libéral au sens que ça. On est plutôt au contraire pour réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins. Donc, moi, je pense qu'on a une politique qui est obligée de prendre en compte les contraintes économiques. Et je pense que dans notre système de santé, bon, il y a certainement des sources d'économie à trouver, mais qui n'iront pas forcément à l'encontre de la santé de la population. En deux mots, quelles vont être les grandes campagnes qui vont être lancées ces jours-ci, puisque bon, on sait que les maladies cardiovasculaires font légion en Guadeloupe, aussi l'insuffisance cardiaque. Alors, est-ce que sur ces chantiers-là, il y a des choses à venir ? Donc aujourd'hui, là, ce mois-ci, vous savez qu'on est aussi, c'est Octobre Rose, donc pour le dépistage du cancer, et j'invite tout le monde à répondre aux sollicitations de la Guadec, à la fois les femmes sur le cancer du sein pour la mammographie. Les femmes qui hésitent beaucoup d'ailleurs. Hein, et les hommes et les femmes pour le cancer colorectal avec un nouveau test qui sera beaucoup plus simple à utiliser. Et puis le 29 octobre, on lancera les journées de l'accident vasculaire cérébral, la prévention de l'accident vasculaire cérébral, parce qu'on est quand même avec 800 cas par an au deuxième rang national, proportionnellement à la population. C'est un chiffre qui avance. C'est un chiffre qui est très important, mais qui renvoie aussi au sujet d'hypertension artérielle, donc à la prévention, diabète, hypertension artérielle. On retombe toujours sur la prévention des maladies chroniques. Donc il faut aussi que chacun
prennent en charge la santé, fassent les dépistages, préviennent, puisque effectivement c'est aussi l'alimentation, une alimentation la plus saine possible, et donc tout ça va conduire à améliorer la santé de la population. Donc nos journées, c'est pour ressensibiliser sur ces sujets-là. Et vous continuez donc dans la bonne communication, si on peut dire. Tout à fait. Voilà, merci. On pense à Sandra en disant ça. Voilà, merci Monsieur Richard d'être venu en direct sur le plateau du ZCL. On espère peut-être d'ici le début de l'année prochaine vous revoir, faire un petit peu un bilan comme ça tous les 3 mois, savoir un peu l'état de santé de notre population et puis avoir votre point de vue. Voilà, on continue tout de suite avec Céline, le temps de petites